tous en direct du Salon international de l'auto de Montréal 2015, ici au Palais des Congrès de Montréal. Si vous avez eu la chance depuis quelques jours de venir au Palais des Congrès, vous aurez remarqué évidemment des belles voitures, mais aussi une ambiance très sympathique sur ce Salon 2015. Ambiance sympathique, vous le voyez derrière nous, du monde et du beau monde, mais en même temps, c'est vraiment agréable de se promener ici sur le Salon. C'est calme, c'est pas fatigant, il y a du monde, c'est pas fatigant, donc bravo aux organisateurs pour ce véritable coup de force. Vous avez fait un beau salon cette année. On va, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de venir ici depuis quelques jours, les inviter à vous rendre au Palais des Congrès. Vous avez encore quelques heures pour visiter ce salon de l'auto 2015, pour y voir les animations. Il y en a de très nombreuses, des stands magnifiques, des nouveautés et des innovations. Les innovations, on va en parler avec nos deux spécialistes. Ils sont à côté de moi. On commence par Bertrand Gaudin, qui est le porte-parole officiel de ce salon. Bertrand, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah ben oui, ça va bien. Quand on est dans un endroit comme le Palais des Congrès, puis c'est vrai que des gens qui se connaissent pas, se mettent à parler, à s'échanger, à donner leur point de vue, leurs besoins. Vraiment, c'est génial. Alors, en plus de ça, il en parle à bon escient parce que vous ne faites pas un mètre dans ce salon en le visitant avec Bertrand sans vous arrêter. Il y a des autographes tout le temps. Il veut les autographes, c'est sûr. Et c'est une star. Nous avons une star à côté de nous, mesdames et messieurs. Il est aussi journaliste, pilote et chroniqueur. Et à côté de vous, Bertrand, on a la chance d'avoir avec nous Germain Goyer, qui est également chroniqueur, journaliste à Autoblog Québec. Germain, bonjour. Bonjour à vous deux. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, les amis, voilà, ça y est, commence à sympathiser. On va commencer par parler des innovations. On va rentrer dans le vif du sujet. Et des innovations, cette année, il y en a beaucoup. Les constructeurs en font montre. Je vous propose, les amis, de commencer par ces quelques petites images qui vont apparaître ici. On va regarder ici, voilà, l'aide au stationnement chez Ford. Alors, on l'a présent sur le modèle Edge 2015. Là, on voit que c'est le Focus, avec un aide au conducteur pour le stationnement en parallèle. Puis cette année, nouveauté, aide au stationnement en perpendiculaire. Là, on voit une petite innovation assez sympathique, le coffre magique que l'on contrôle par le pied. Et puis là, chez Toyota, un certain nombre d'innovations. On notera qu'ils ont beaucoup axé sur l'environnement, le respect de l'environnement et la sécurité, avec justement des innovations sur la tenue de route. Quelques petits commentaires sur ces images, Bertrand, Germain, sur ce qu'on vient de voir. Moi, je trouve ça génial parce que quand on regarde l'évolution de l'automobile, oui, les aides à la conduite, notamment au niveau du stationnement, ça fait longtemps qu'on l'a développé. Moi, je me souviens, en 2006, on avait Lexus qui avait développé justement un système, mais qui était tellement compliqué que c'était plus compliqué de faire de pitonner, de programmer. Mais aujourd'hui, les systèmes se sont nettement améliorés. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On peut également dire que ça, ce sont des exemples, mais il y a également des technologies chez d'autres constructeurs. La technologie de parking intégré, notamment chez BMW, c'est contrôlable, on nous dit avec les montres, c'est extraordinaire. La technologie d'aide à la conduite chez Acura, la Acura Watch, ça c'est un système aussi très intéressant pour la sécurité. Est-ce que vous avez noté sur ce salon, Bertrand, Germain, des innovations qui vous ont épaté, que vous voudriez effectivement mettre de l'avant? Bien sûr, une des innovations qui m'a le plus marqué, c'est celle qui se trouve juste derrière nous, Tesla. La nouvelle Tesla Model S P85D. En fait, c'est qu'elle fait mentir tous ceux qui disent qu'une voiture bonne pour l'environnement ne peut être puissante ni agréable à conduire avec les performances époustouflante qu'elle procure. On ne peut pas dire le contraire. Là. Oui, on ne peut pas dire le contraire. L'an dernier également, vous disiez aussi une chose très juste, Bertrand, vous étiez en compagnie de Philippe Lagu, qu'on salue d'ailleurs au passage. Vous disiez, c'est bien les innovations, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de surstimulation dans l'habitacle pour le conducteur. Même quand on a de l'aide au stationnement, ce qui est une innovation très remarquable, il faut que les conducteurs restent vigilants. Est-ce que c'est toujours d'actualité cette année? Ah bien, tout à fait. C'est certain que, l'aide à la conduite, c'est une chose. Les innovations qui vont faire en sorte qu'on va les utiliser, oui, mais il faut toujours que le conducteur demeure conscient. Vous savez, dans un pilotage automatique d'avion, on sait, on est en 2015, ça fait au-delà de 100 ans que le pilotage automatique a été développé dans l'aviation. Et encore aujourd'hui, on a besoin de l'aide des pilotes. Donc, ça veut dire que c'est bien dans certaines situations, ça risque d'être plus problématique dans d'autres. Donc, c'est pour ça que le conducteur reste quand même maître et responsable à bord des véhicules. Mais ce qui est intéressant, comme l'a si bien dit Germain, c'est de voir qu'on développe des choses qui auparavant, on semblait inaccessible. C'était de la fiction, mais aujourd'hui, de voir
un véhicule électrique dans l'accélération. C'est phénoménal de voir la Tesla, justement, qui va battre des Lamborghini et des Ferrari en accélération, tout simplement parce que le moteur électrique, c'est un moteur qui offre un couple du moment où on appuie sur l'accélérateur, tandis que sur un moteur traditionnel, il va attendre un certain nombre de tours avant que tout ça se mette en fonction. Et là, on précise, hein, c'est un vrai bolide qu'on a derrière nous, la Model S. Puis là, on a la Model X qui va arriver. Qui peut accueillir une famille, contrairement à une Lamborghini ou une Ferrari. Donc, bolide, c'est bien, mais vous restez vigilant. Ça, c'est le maître mot. Alors, le conducteur doit rester maître de son véhicule. Et en même temps, on entend de plus en plus parler de ça. Regardez, les amis. Ça, c'est la Google Car, considérée comme la plus avancée des prototypes de voitures robots. Google qui promet de la distribuer dans 2 ans, donc en 2017. Et on dit même qu'en 2035, autrement dit, dans 20 ans, les voitures autonomes devraient compter pour 75% des ventes mondiales de véhicules légers. Alors vous, j'ai envie de vous demander, engouement de votre part, Bertrand, Germain, ou un petit peu sceptique? En ce qui me concerne, je suis un peu méfiant, comme avec n'importe quelle nouvelle technologie. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est aux constructeurs actuels, attention, parce que c'est un manufacturier technologique qui est en train de développer cette voiture-là. On l'a vu avec la voiture électrique, c'est un joueur qui est arrivé de l'extérieur, Tesla, qui a innové. Là, c'est un manufacturier qui arrive encore plus de l'extérieur, un manufacturier là, technologique comme Google. Là. Ouais. Donc, attention aux... Donc sceptique et un peu d'attention. Vous aussi, Moi, je trouve ça vraiment intéressant. OK? Par contre, attention, moi qui aime conduire, que j'aime pas ça. Sauf que je pense qu'à moyen long terme, on va probablement y arriver à certaines occasions. Mais comme j'ai bien dit, attention, la Google Car a évolué dans un environnement bien contrôlé. Du moment où on rajoute... Parce que non seulement il faudra développer des capteurs, OK? Vous allez dire, oui, il y en existe déjà, mais ils sont capables de fonctionner dans un environnement X. Par contre, quand on arrive avec de la neige, avec différents paramètres, c'est un peu comme le pilotage automatique. Dès qu'il y a des orages, que la situation devient problématique, on doit le désengager. Alors ça, c'est important. On le verra un peu plus tard parce que c'est vrai que c'est un problème très concret. On précise quand même que le modèle de cette Google Car n'est pas présent sur le Salon de l'Auto de Montréal. En revanche, il y a des constructeurs comme Mercedes, comme Tesla derrière nous, qui vont proposer ou qui le proposent peut-être même déjà la fonction autopilote. C'est quand même ça aussi une vraie innovation. Oui, et moi, je l'ai vécu déjà avec, ne serait-ce que le contrôleur adapté, OK, qui est en quelque sorte un pilotage automatique sur l'autoroute, qui fait en sorte que du moment où on a un virage, donc la voiture devant, malgré que la distance demeure la même, disparaît. Le radar ne le détecte plus, donc ce qui faisait en sorte que la voiture avait tendance à se rapprocher, à réaccélérer. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le désengager. Vous voyez, c'est juste un exemple, mais ça mérite d'être développé. D'être amélioré. Alors, si les voitures sans conducteur restent encore, on va le dire, un peu du domaine de la fiction, du virtuel, en revanche, la voiture électrique, elle, est bien réelle. Elle est présente depuis plusieurs années ici au Salon de l'Auto de Montréal. Quelques images de ces modèles présents ici en 2015. On regarde, on commence par la Nissan Leaf, 100% électrique, donc zéro émission de carbone, un moteur électrique synchrone à courant alternatif de 80 kW. C'est une 5 places qu'on voit ici. Et puis un modèle qu'on connaît bien au Salon de l'Auto, la Volt de Chevrolet. Ici, on voit le modèle 2015. C'est un véhicule, on précise là aussi, hybride rechargeable avec un moteur à essence qui prolonge l'autonomie de la batterie. À pleine charge, elle peut nous permettre de faire combien de kilomètres sans essence 80 km/h lorsque les conditions sont optimales. Ouais. C'est-à-dire les conditions optimales, on met pas... Ah, ok, c'est ça, l'été. La question que tout le monde va se poser, j'imagine, même sur ce salon, on parle des voitures hybrides, on parle des voitures 100% électriques. Que choisir? Que nous conseilleriez-vous? En fait, la Chevrolet Volt et la Nissan Leaf sont deux voitures différentes, là, comme on l'a présenté. La Chevrolet Volt possède un moteur à combustion aussi. Donc, pour quelqu'un qui peut avoir à faire une distance de plus de 80 km sans avoir de borne sur son trajet, peut être réellement à considérer. L'espace intérieur est plus petit, avec 4 places, il faut y penser. Une famille avec 3 enfants, il faut oublier ça pour la voiture principale. J'aime bien la Leaf, malgré sa silhouette qui peut parfois être un peu discutable. Le fait qu'elle soit entièrement électrique, moi, ça me charme entièrement.
Et ce que je trouve intéressant de ce que Germain apporte, c'est le fait que, bon, on parle de besoins. Hein, de besoins. Il y en a pour qui la livre va très bien aller. D'autant plus que Carlos Ghosn, le propriétaire, le PDG de Renault et Nissan, a avoué, a admis qu'on travaillait sur une batterie dont l'autonomie serait beaucoup plus grande. On irait jusqu'à 400 km d'autonomie. Donc là, ça fait comme cligner des yeux. Sauf que je me rends bien compte que l'intérêt des gens pour l'électrique est vraiment palpable. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est que... regardez derrière nous, tout ce monde. Mais le changement est tellement grand et évolue de semaine en semaine, de mois en mois. Donc, les gens sont un peu sur leur garde en se disant, bien, on sait qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va apparaître bientôt, donc on va attendre que ça soit vraiment au point. Et puis, on peut le dire, là, c'est presque un cocorico pour le Québec, disons-le. L'an dernier, on avait à peu près 250 bornes dans tout le Québec. Cette année, on est à plus de 360 bornes. Ça veut dire que il n'y a pas que le Saint-Laurent, il n'y a pas que Montréal, il n'y a pas que Québec, on peut recharger. Il y a des bornes qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a en Abitibi, il y en a en Gaspésie. Ça, c'est vraiment un avancé. C'est un avancé. Et ce que je trouve intéressant, parce que dans le cadre du salon, Saint-Hubert, Hydro-Québec et le gouvernement ont annoncé le prolongement ou l'amélioration du circuit électrique. Là, moi, j'ai bien ri parce que là, il disait innovation, circuit électrique. Moi, un circuit électrique, j'ai eu ça en 1971, alors que je jouais. Non, ça, je les ai laissés rêver, mais non, franchement, c'est le fun. C'est vraiment intéressant de voir que Saint-Hubert, Hydro-Québec joue le jeu. Et bon, peut-être que ça va changer avec le temps qu'on va arriver à un changement de batterie plutôt qu'une recharge. Mais ces gens-là sont des pionniers, vont faire valoir la voiture électrique. Et ça, je pense qu'on peut en être très, très fiers. D'accord avec ça, Germain, j'imagine? Absolument. Et ce que j'aime, c'est qu'ils essaient. Ils prennent un risque, ils prennent une chance. Et c'est des gens de chez nous, alors pourquoi pas les encourager avec ça? Et puis, quand on parle d'encouragement, il y a même un incitatif gouvernemental, on précise, pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Oui. Le gouvernement du Québec accorde un incitatif de 8 000 $, ce qui n'est pas négligeable, surtout sur des Nissan Leaf qui sont abordables. Les Tesla peut-être un peu moins, et encore qu'on peut se dire qu'avec la consommation, l'économie qu'on fait sur l'essence, le calcul mérite d'être fait. Le fondateur de Saint-Hubert n'a pas dit encore qu'on était pour livrer le poulet avec des Tesla. Ça viendra peut-être. Dans le coffre avant. Alors les amis, une nouveauté cette année dans cette émission, ce sont les questions du public. La caméra de Catherine Vimino s'est promenée dans les travées du salon, a récolté quelques-unes des interrogations pratico-pratiques que vous posez, vous les visiteurs. On commence par une question sur les véhicules hybrides. On y va. Bien, j'aimerais savoir, par rapport au modèle hybride, les voitures hybrides, est-ce que c'est un modèle qui peut être maintenant couramment utilisé comme les voitures conventionnelles qu'on voit dans la rue? Alors, question relativement simple, est-ce que les voitures hybrides sont aussi faciles d'utilisation de nos jours que les véhicules conventionnels? Pour moi, il ne fait aucun doute. Là, la technologie hybride a été éprouvée depuis plusieurs années. Il y a un moteur électrique qui aide soit au démarrage ou pour les premières dizaines de kilomètres. Puis par la suite, si on veut continuer le trajet, il y a le moteur à essence qui reprend le dessus. Donc, il n'y a aucun problème. Le meilleur des deux mondes? Ouais. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on connaît bien notre véhicule hybride, eh bien, il y a quand même un tableau de bord qui vous donne beaucoup d'informations sur la gestion de l'énergie, sur la gestion justement de l'essence. Donc, ce qui fait en sorte que pour la récupération d'énergie au freinage, au début, on sentait beaucoup les différences. Maintenant, les systèmes se sont nettement améliorés. C'est beaucoup plus versatile et intéressant. Donc, vous ne sentirez pas la différence, ne serait-ce que vous allez sentir une différence lorsque vous allez arriver à la pompe. C'est exactement ça, c'est porte-monnaie qui a une différence. On passe à la deuxième question, elle concerne l'innovation en conduite hivernale. On y va. La distance avec les chars, les lasers, si, mettons, il y a de la slotch puis de la neige, est-ce que ça vient annuler le fait que le véhicule est capable de bien lire le véhicule qui est en avant? Alors voilà, le jeune homme nous parle ici des systèmes de détection anti-collision, des fameux sonars qui sont placés à l'avant des véhicules. Quand il y a de la neige, la slush, est-ce que ça fonctionne bien? Je crois que vous avez un petit peu répondu tout à l'heure. Oui, mais sauf que, attention, il y a des systèmes qui vont avertir le conducteur qu'il ne faut plus s'y fier. Parce que, bon, vous savez, lorsque la neige commence à tomber, mettons une neige collante, va se coller à l'avant du pare-choc, va bloquer le capteur. Donc, à ce moment-là, il ne sera pas capable de détecter. Donc,
automatiquement, il va avoir un signal dans le tableau de bord. Petite réponse Si on y là-dessus? pense rapidement, simplement les caméras de recul, ben, dès qu'il y a un peu de neige ou de gadou, ben, elles se logent dans Ah la oui. caméra. Ça, Et, on voit du noir. Sur l'écran, on y voit du noir. Oui, exactement. Alors, une dernière question, troisième dernière question, elle concerne les véhicules électriques, les voitures électriques. Les véhicules électriques ont tous des batteries, donc ce qui va affecter la capacité de chargement. Donc pour la famille, si j'ai à aller porter mon fils au hockey, ma fille à son cours de ski tout de suite après, est-ce que je vais être capable de loger tout ça dans la valise, étant donné que la plupart des voitures électriques, les valises sont plus petites? Voilà, question très pratique pour les familles nombreuses qui veulent acheter des véhicules électriques. Est-ce que les modèles électriques offrent autant de place dans le coffre que les voitures régulières? Bertrand, Mais- Germain? Allez-y, allez-y. OK. Bien, c'est certain que pour les premiers modèles, ça prenait quand même passablement de place. Maintenant, si on regarde, par exemple, la Tesla, et écoutez, le coffre est quand même gigantesque, tout Même dépendant deux, là. des manufacturiers. Ouais. On sait qu'on travaille pour miniaturiser les batteries. Ça, c'est hyper important. On a annoncé chez GM, justement, un pack de batteries plus petit. On a coupé sur les cellules, mais tout en augmentant donc les capacités, l'autonomie. Donc, ça veut dire que, décuplées. encore une fois, le défi, c'est miniaturiser les batteries pour donner plus Et d'espace. ce que vous dites, c'est qu'on y vient. Oui. L'avenir est Sauf- pour ça. Sauf qu'il y a certains modèles. C'est pour ça que quand vous allez voir pour l'achat d'un véhicule électrique, allez les essayer, allez observer vos besoins en ce qui a trait au coffre. À ce moment-là, vous ferez le bon choix. Si vous me permettez un petit avis. Germain, bien sûr. Si vous avez vraiment besoin d'un gros véhicule, il y a toujours l'option de l'hybride qui peut être un bon compromis. Exemple, chez Toyota, il y a le Highlander qui est un VUS assez costaud qui offre la technologie hybride. Donc, on est gagnant au niveau de la consommation d'essence à ce niveau-là. Donc, merci pour ce conseil très pratique. Et moi, je retiendrai évidemment que si vous souhaitez véritablement vous faire une opinion, venez à ce salon. Il y a les constructeurs qui sont présents et vont vous donner les conseils qu'il faut. Chers amis, on arrive au terme de cette émission. C'était un vrai plaisir. Grand merci à vous, Bertrand, Germain, d'avoir été avec nous, nous avoir accompagnés et éclairés sur ce plateau en direct du Palais des Congrès. Salon de l'Auto de Montréal 2015, lui, se poursuit jusqu'à dimanche soir, 19h. Attention, notez pour celles et ceux qui vont nous regarder ce samedi assez tôt, le salon ferme ses portes un peu plus en nocturne, c'est 21h30, donc vous avez le temps de venir ici rencontrer les constructeurs. Toutes les infos pratiques, de toute façon, sont sur le www.salonautomontréal.com, ça s'écrit en bas de votre écran, et on vous souhaite à tous une bonne fin de salon, et venez profiter de l'ambiance, elle est magnifique. Tiens, on finit sur ces belles images, regardez, le monde qui est derrière, les jeunes, les moins jeunes. Bonne fin de salon à tous, merci.